Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur d'un cadre philosophique vraiment fascinant, issu des textes du Nouvel Humanisme. C'est un document source qui renverse littéralement notre façon de concevoir la réalité humaine. En général, on a tendance à voir la vie comme une simple succession d'événements, quelque chose d'assez passif qu'on subit au jour le jour. Mais ce qu'on va décortiquer ici, c'est une perspective complètement différente. L'idée que l'existence humaine n'est absolument pas une réception passive, mais bel et bien une création active. C'est un changement de paradigme total, une approche qui redéfinit de A à Z la place de l'être humain dans l'univers. Alors, ça soulève tout de suite une question primordiale. Est-ce que notre monde interne est vraiment ce tout petit espace réduit et isolé qu'on s'imagine ? Au quotidien, on part presque tous du principe que nos pensées, nos émotions, tout ce qui se passe dans notre tête, c'est gentiment enfermé dans notre boîte crânienne, totalement déconnecté de la grande réalité extérieure. On voit l'intériorité comme un lieu clos, sans impact réel sur la matière. Eh bien, l'hypothèse de départ de ces textes, c'est que cette séparation, c'est une illusion parfaite. Passons à la première section, une inversion du regard. Ce qui est proposé ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un virage à 180 degrés. Plutôt que de regarder de l'extérieur vers l'intérieur, la démarche invite à faire l'inverse. Regardons ce contraste. D'un côté, on a notre vision habituée, où la conscience fonctionnerait un peu comme une caméra de surveillance. On ouvre les yeux, on enregistre bêtement les images, et le monde interne ne serait qu'une sorte de filtre passager. Mais de l'autre côté, dans ce nouveau cadre, c'est tout l'opposé. Le monde interne n'est plus du tout une caméra, c'est un moteur. C'est carrément le générateur central qui structure la réalité. Sa dimension ne se mesure pas en centimètres, mais à sa capacité hallucinante à se projeter et à créer du sens. Et il y a cette citation tirée des textes fondateurs qui résume parfaitement l'idée. La perception n'est pas passive, c'est un acte. Il faut vraiment laisser résonner ce concept. Ce n'est pas un simple enregistrement mécanique. Quand un être humain observe, c'est en fait une synthèse spectaculaire entre ce qui vient de l'extérieur et la structure qui émerge de l'intérieur. En gros, la conscience fait le tri, organise et configure la réalité selon sa propre intériorité. Observer, c'est déjà construire. Ce qui nous amène à la section 2, la force de l'intentionnalité. Bon, concrètement, comment ce fameux monde interne arrive-t-il à modeler la grande réalité extérieure ? La clé de voûte de cette mécanique, c'est ce concept d'intentionnalité. Fini l'idée d'une conscience repliée sur elle-même. La conscience est, par essence, projetée vers le monde, propulsée par une force, une impulsion fondamentale. Attention, on ne parle pas d'une petite envie passagère, mais d'une tension structurelle constante qui pousse les contenus les plus intimes à sortir, à prendre forme et littéralement à bâtir le monde social et matériel. C'est d'ailleurs fascinant de visualiser cet effet domino. Imaginons par exemple une situation de profonde souffrance ou de contradiction dans l'esprit. Eh bien, par cette force intentionnelle, ce conflit ne reste jamais sagement à l'intérieur. Il déborde inévitablement. Il va d'abord contaminer les relations interpersonnelles proches, puis il va finir par structurer des institutions, et finalement, il façonne une culture entière basée sur le conflit. Les grands paysages humains qu'on observe à grande échelle naissent toujours, à la base, d'une subjectivité. Et heureusement, la mécanique est exactement la même du côté lumineux. Quand la conscience se connecte à un sens profond, à une forme de vérité, cette même force intentionnelle projette cette clarté vers l'extérieur. C'est comme ça que naissent les grandes œuvres d'art, les architectures magnifiques ou les systèmes sociaux équitables. La beauté, l'harmonie, la créativité se matérialisent. En fait, la qualité d'une société est simplement le miroir direct de l'état de la conscience humaine. Voyons comment cela s'articule dans la section 3, le pont de la conscience. Alors, où se trouve cette conscience exactement dans tout ça ? Ni totalement à l'intérieur, ni totalement à l'extérieur. Les sources la décrivent comme un véritable pont dynamique, une zone frontalière. C'est le lieu vital où l'insondable profondeur humaine rencontre la matière physique de l'univers. C'est un traducteur, un incroyable transformateur d'énergie qui convertit l'invisible en visible, le ressenti en action. Mais que cherche-t-elle à traduire exactement ? Les textes évoquent un contenu très profond, quasi originaire, niché au cœur de l'humain. C'est sûr, dans le vacarme du quotidien, on ne le perçoit pas tous les jours, mais parfois ça surgit. Ce sont ces moments rares de plénitude totale, ces fulgurances où tout fait sens soudainement, comme une révélation qui touche presque à la dimension sacrée de la vie. La conscience est absolument fascinée par ça et fait tout son possible pour matérialiser cette sensation dans le monde réel. Et comme ce besoin d'extérioriser ce sens profond est incroyablement puissant, il ne se contente pas de transformer le monde extérieur, il transforme l'humain lui-même. Dans son effort pour créer, la conscience se réorganise et repousse ses propres limites. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain n'est jamais terminé. Il est un projet ouvert, en perpétuel devenir, qui se réinvente constamment à travers ce qu'il tente de réaliser. Section 4, le risque de la déshumanisation. Tout cela est inspirant, mais que se passe-t-il si on ignore ou si on étouffe cette dimension interne ? La réponse est assez brutale.
Le maintien de ce pont entre le sens profond et la réalité, c'est ce qui définit l'humanisation. Mais si ce pont est détruit, si on renie le monde interne au profit d'un utilitarisme froid, on tombe directement dans la déshumanisation. La réalité devient alors totalement mécanique, remplie de processus creux et sans aucun sens vécu. La déshumanisation, au fond, c'est avant tout la rupture tragique de ce lien. Nier ce monde interne, c'est réduire la condition humaine à une machine biologique qui ne chercherait qu'à survivre au jour le jour. Or, ce n'est pas le cas. Les textes soulignent que l'humanité porte une tension évolutive, une impulsion qui vient de très loin et qui aspire à une forme de transcendance, bien au-delà de la simple utilité. Oublier cela, c'est se couper de la capacité fondamentale d'imaginer et de construire un avenir différent. Et enfin, la section 5, co-créateur de la réalité. Alors, comment reprendre consciemment les commandes de cette création ? En fait, le processus démarre souvent par un simple déclic inattendu. Dans des instants privilégiés, ce sens total arrive à percer notre carapace habituelle. Ça peut être un détail en apparence, un son particulier, une image foudroyante, une fulgurance esthétique ou spirituelle. Et là, d'un coup, c'est la plénitude. Toute la dynamique humaine consiste ensuite à lutter pour ancrer ces instants éphémères dans la réalité afin de pouvoir les partager. C'est d'ailleurs la définition ultime de la vie selon cette philosophie. Une traduction incessante pour rendre visible et réel ce qui est profond et intentionnel. Ça prouve bien que la condition humaine ne consiste pas à s'asseoir dans les gradins pour regarder un univers déjà achevé. Nous sommes par définition les co-créateurs actifs et absolument indispensables de la réalité. Ce qui nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Si tout ce qui nous entoure, des chefs-d'œuvre grandioses au pire conflit, n'est que la projection de mondes internes, alors la réalité globale qu'on partage tous dépendra toujours de la clarté et de la cohérence du monde interne qui l'impulse. La vraie question aujourd'hui, ce n'est peut-être plus seulement de savoir ce qu'il faut faire matériellement, mais de se demander quelle est la qualité du monde interne qu'on est en train de cultiver en ce moment même. C'est sur cette pensée que se clôture notre analyse. De quoi donner vraiment envie d'aller explorer ces profondeurs qui façonnent, chaque jour, le monde de demain.